Vous ne savez pas respirer. Alors on va faire l'expérience. Madame, vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît? Je suis arrivé dans un collège qu'on appelait dans le temps le collège épiscopal Saint-Étienne, qui formait les petits curés. Et de ce collège, j'ai intégré normalement ce qu'on appelle aussi les classes préparatoires, après le baccalauréat, Hippocagne-Cagne, à Strasbourg. Et c'est peut-être là que l'aventure de l'écriture aura commencé, puisque j'ai fait la connaissance d'un professeur, de deux professeurs, puisqu'ils enseignaient en duo, Philippe Lacoula-Barthes et Jean-Luc Nancy, qui étaient véritablement les princes de la philosophie à Strasbourg. Et c'est Jean-Luc Nancy, au cours d'un exposé consacré à une préface d'un monsieur qui s'appelle Werner Hamarer, qui a écrit la préface à un livre de Hegel, qui est très peu connu, cet ouvrage, Der Geist des Christentums, traduction l'esprit du christianisme. J'avais fait un exposé, et à la fin de l'exposé, il me dit: je ne suis pas sûr que vous soyez fait pour la philosophie, mais je pense que vous devez faire des études de littérature, et surtout, vous devez écrire. Écrire est encore ce que l'Afrique peut nous apporter. Vous savez, mon drame, c'est que j'étais dans la Compagnie de Jésus, et dans la Compagnie de Jésus à Strasbourg, rue Vinclair, on ne choisit pas ses études, les jésuites décident les études que vous allez entreprendre. Or, ils avaient prévu que je fasse des études de philosophie. C'était donc un drame pour moi, un déchirement. Comment un homme que je respecte autant, Jean-Luc Nancy, peut aller à l'encontre de ce que la compagnie a prévu pour moi, être prof de philo? Eh bien alors, je l'avais pris au mot et je m'étais mis à écrire. Et c'est lui qui fut mon premier lecteur, avec un texte qui s'appelle « Tout ce bleu », le bleu au Cameroun étant l'emblème du deuil. Lorsque une femme perd un être cher, elle est d'abord en bleu qui va virer progressivement au noir. Donc j'ai écrit Tout ce bleu pour faire en quelque sorte le deuil de cette enfance que je n'avais pas vécue, en tout cas que j'ai vécu en exil, même si je comprendrai plus tard que l'exil n'est pas l'ailleurs, c'est peut-être aussi les langues anciennes qui me l'apprennent, puisqu'en grec, ailleurs c'est utéros, et que l'exil, j'ai compris que c'est le lieu d'où on vient. Donc j'ai renoué avec le lieu d'où je venais, c'est pour cela que j'ai pu écrire « Je la voulais lointaine », pour renouer avec cette Afrique qui longtemps me faisait honte véritablement, et me rapprocher de cette terre a peut-être été pour moi le moment où j'ai retrouvé la note juste. Et je pense que si on veut avancer et qu'on oublie d'où on vient, on est véritablement un fantôme. Donc j'ai retrouvé chair et corps à travers ce livre dont l'extrait vous a été lu tout à l'heure par Kwamtawa. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à apprendre des langues africaines. Alors que jusqu'ici, j'étais considéré à Strasbourg comme celui qui était le petit savant des langues étrangères, puisque je parlais l'hébreu, le grec ancien. J'ai eu la chance d'avoir Maurice Sachot comme professeur de latin et qui nous parlait latin comme langue vivante. En plus de l'anglais, puisque c'est pas un mérite pour les Camerounais, ni l'allemand, puisque j'ai aussi compris très tôt que parlant l'alsacien, les mots de la langue de ma mère étaient véritablement que des mots allemands, et je croyais que c'était des mots camerounais, Tsanga, Hama, Firmou, pour la confirmation, etc. Finalement, c'était que des mots qui venaient de la langue allemande. Donc renouer avec les langues africaines comme le Bassa, les Wono, Fan, etc. m'a permis peut-être enfin de grandir et d'enfoncer mes racines sous terre. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Formidablement. Merci. Ceux qui ont écouté ta réponse à ma question vont dire l'écrivain, avec son roman Ma, il a obtenu le grand prix littéraire d'Afrique noire.
lequel roman a été inscrit au programme scolaire camerounais. Il a publié donc 12 romans et puis 8 autres livres, des essais, mais aussi de la poésie, sous la pesante clarté. Mais je vais vous surprendre en disant que notre auteur a été aussi restaurateur. Comment on peut parler 12 langues, enseigner la philosophie, écrire une vingtaine de livres et être cuisinier à Strasbourg, dans son propre restaurant, à la table des trophées? Dis-le nous maintenant, avant qu'on passe aux choses encore plus sérieuses. Alors, on va dire les choses un peu moins sérieuses. Je vous ai dit que ma mère m'avait eu à l'âge de 15 ans. Elle ne savait ni lire, ni écrire. Je lui ai demandé de me rejoindre à Strasbourg, parce que pour moi, c'était un devoir de me rapprocher de celle que je n'avais véritablement pas connue, et que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'appelais encore Madame Effa plutôt que maman. Et lorsqu'elle est arrivée à Strasbourg, elle s'est inscrite au code du permis de conduire pour préparer son permis de conduire, et très rapidement, sans savoir lire, sans savoir compter, ma mère a obtenu son code, elle a eu son permis de conduire, ce qui a été pour moi un émerveillement. Alors j'avais décidé à Yaoundé de construire un collège qui scolariserait gratuitement les filles, puisque ce que ma mère n'avait pas pu faire, j'avais le devoir de permettre à d'autres femmes de le faire. Donc à Yaoundé, malheureusement, c'est vaniteux puisque le collège porte mon nom. En Kondongo, c'est le collège Effa Gaston. C'est à la fois le nom de mon père et mon nom. Pour financer ce collège, il fallait que je trouve de l'argent. Je ne veux dépendre de personne, je ne voulais pas de subvention, bien qu'ayant une association d'intérêt général. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc décidé de concevoir un restaurant. Parce que j'avais aussi compris que les mots et les mets sont la même chose. Il n'y a qu'une lettre qui chante et qui change. Si on sait faire la cuisine, on sait écrire le livre. C'est exactement la même alchimie. On a la ponctuation, c'est en quelque sorte des épices dans un plat. Si vous en abusez, eh bien vous rendez le repas indigeste, comme vous rendez la lecture impossible. Donc c'est juste une question de mesure, une question de scrupule. Si le scrupule est aussi ce que les vendeurs d'or, les orfèvres, utilisent, vous savez, la petite balance qui pèse les plus petites poussières d'or, on l'appelle le scrupule. Donc l'écrivain, comme le cuisinier, est un être de scrupule. C'est un être qui est aussi à l'écoute, qui est le plus humble d'entre tous. Quand vous êtes à l'écriture et quand vous êtes à la cuisine, vous êtes le plus humble entre tous, puisque vous êtes au service des instruments que vous utilisez. Vous êtes au service de la viande, du poisson, des épices, des plantes, etc. Quand vous êtes au service des phrases, vous avez compris que nous naissons de la phrase, nous naissons du repas que nous faisons. Le christianisme n'a rien inventé. Lorsque le Christ dit « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous », en fait, il vous dit « Ce que vous mangez, c'est véritablement moi, puisque ce que j'ai cuisiné n'est que ce qui me met au monde. Et donc, si vous mangez ce que j'ai cuisiné, il n'y a pas de secret, vous mangez. Ma grand-mère ne faisait pas autre chose. Si vous refusiez de manger ce qu'elle vous avait donné à manger, elle disait « Bien parce que tu trouves que je ne suis pas digne d'être ta grand-mère. » Vous voyez cela? Donc, je suis arrivé à l'écriture par la cuisine, et je suis arrivé à la cuisine par l'écriture. Nous sommes ici dans le cadre d'une invitation de l'Institut français du Cameroun, dans le cadre d'un projet plus global, la route des chefferies du Cameroun au musée du Quai Branly. Il se trouve que l'intitulé de cette exposition, c'est « Du visible à l'invisible ». Or, depuis quelques années, tu fais un travail extraordinaire. C'est d'abord la publication d'un livre magnifique qui ne quitte pas le chevet de mon lit, « Le Dieu perdu dans l'herbe », que tu as prolongé par un récit initiatique, la verticale du cri. J'aimerais que tu nous parles du chemin qui t'a conduit du christianisme, où tu étais destiné à devenir prêtre, à ton initiation à l'animisme,
et que tu nous dises, de ton point de vue, ce que c'est que l'animisme. Question redoutable, mon cher Kwam Tawa. Alors, je vais commencer par un épisode douloureux qui a peut-être été pour moi la révélation. J'ai d'abord fait venir à Strasbourg ma mère. Ensuite, un jour, mon père m'appelle et me dit « J'ai des douleurs dans le dos. Il faudrait que tu trouves une solution parce qu'ici au Cameroun, on n'arrive pas à me soigner. On ne sait pas ce que j'ai. » Le devoir du fils, c'est aussi de rapprocher son père de lui et de se rapprocher de son père, comme je venais de le faire à ma mère. Alors je pensais que c'était une façon déguisée pour lui de venir en France. Eh bien, je l'ai fait venir à Strasbourg et nous avons tous aménagé à Sarrebourg. Alors que on lui avait fait des prises de sang, examens sanguins, le professeur Amé du CHU nous convoque tous les deux. On arrive au CHU de Strasbourg et cette dame me dit « Je ne sais pas si votre père comprend ce que je vais vous dire. Son état de santé est très préoccupant. Je pense que s'il a des choses encore à faire en Afrique, il faudrait qu'il retourne mettre de l'ordre dans ses affaires parce que le mal est très avancé, il va mourir. Il suffira d'un rhume pour qu'il s'en aille. Alors s'il peut retourner rapidement chez lui, qu'il mette de l'ordre dans ses affaires, et ensuite on le mettra et on le suivra aux soins palliatifs. Donc c'est l'accompagnement des mourants. Nous repartons de Strasbourg avec une petite prescription pour calmer les douleurs et on lui avait diagnostiqué un myélome. Le myélome, c'est un cancer de la moelle épinière. C'est un cancer douloureux. Donc je découvre que cet homme n'avait pas fait du cinéma, il souffrait véritablement. Nous partons, donc nous rentrons dans notre voiture et nous retournons à Sarrebourg. Et mon père me demande, mais en fait je n'ai pas bien compris, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Très embêté, tu veux vraiment savoir? Oui, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit que ton mal est très avancé, que tu dois retourner en Afrique mettre l'ordre dans ses affaires et que tu reviennes parce que on va t'aider à moins souffrir avant de partir. Il sourit et me dit « Tu es aussi aveugle que cette femme et aussi sourde qu'elle. Elle a fait des études de médecine, mais moi j'habite mon corps. Je pense que parce que tu es parti trop tôt, j'ai raté quelques moments de transmission. Tu es véritablement à refaire. Et il va falloir que tu retournes retrouver ton oncle Dieudonné au Cameroun. Il t'amènera dans la forêt pygmée et on va t'ouvrir les oreilles et on va te nettoyer les yeux parce que tu ne vois pas. » Alors je ne comprends pas. Forêt camerounaise, pygmée, quel pygmée? Et on me parlait de campement, quel campement? Je ne sais pas véritablement. Alors je lui dis, chiche, l'été prochain, j'irai au Cameroun. C'est ce que j'ai fait. Donc je suis allé retrouver le frère de ma mère, mon oncle Dieudonné, qui m'a conduit dans la forêt camerounaise, dans un campement pygmée. Et lors de ces séjours multiples, j'ai fait la connaissance de ce poète qui m'invite aujourd'hui, Kwam Tawa. Que s'est-il passé? Nous sommes allés dans un campement et nous sommes arrivés dans une clairière. Il y avait des pygmées et une vieille dame, sans âge. Nous avions des traducteurs. Et cette dame me regarde arriver en compagnie de mon oncle, du poisson, du sel, etc., des provisions qu'il fallait lui apporter. Elle me regarde. Et on me traduit en même temps. Elle dit « Celui-là a perdu la note juste. Il est comme un instrument désaccordé. » Elle désigne ma tête et dit « Celui-là est séparé de celui-ci. dont la tête est séparée du corps. » Je lui dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, parce que tu as passé ta vie à penser, tu as oublié tout le reste. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver ce que j'ai perdu? La note juste, tu veux dire? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais tu es séparé, celui-là est séparé de celui-ci.
Bon. J'ai dit, ça prendra combien de temps pour que je la retrouve, cette note juste? Elle me dit, oh, je ne sais pas, un certain temps. Je lui dis, vous savez, je suis en France, je ne peux pas toujours être ici, je suis prof là-bas, je suis très pris, donc si on peut le faire encore cette semaine, ça m'arrangerait. Elle sourit, et dit, ça confirme bien ce que j'ai dit, que celui-ci n'est pas en relation avec celui-là, tu vis avec ta tête, tu as oublié le reste. Eh bien, elle avait refusé les provisions qu'on lui avait apportées. Elle dit, ça ne m'intéresse pas, c'est toi qui m'intéresse. Notre compagnonnage va durer 10 ans. Et pendant ces 10 ans, mon père est toujours vivant. Le professeur Amé n'y comprend rien. De même que moi, je n'y comprenais pas grand-chose. Je vais aller au Cameroun tous les étés, dès que j'étais libéré des occupations, des contraintes scolaires. J'allais dans la forêt et parfois, si ce n'était pas l'été, j'allais beaucoup plus tôt parce que j'ai eu la complicité de la directrice de la médiathèque du Centre culturel français de Yaoundé, Nadine Monchot, qui avait compris que j'avais des choses à faire au Cameroun, donc pour m'aider à payer les vols, m'invitait pour des manifestations au Cameroun. Donc elle a contribué largement à aller voir cette femme qui s'appelle Tala, que je traduis par l'éveillée, et c'est Tala qui va me mettre sur ce qu'on appelle la voie de l'animisme. Je vais donc comprendre que l'animisme n'est pas une théologie, contrairement à ce qu'on nous fait croire, ce n'est pas une religion. Parce que la religion, la théologie ont une histoire. L'animisme n'est pas une philosophie non plus, parce que la philosophie a une histoire. Et j'allais même dire que l'animisme est une contre-philosophie, puisqu'elle va m'apprendre que l'homme prétend humaniser le monde, humaniser la nature, et que c'est tout le contraire. Tala m'a fait comprendre que c'est la nature qui va humaniser l'homme. Donc si tu es en exil par rapport à la nature, tu es en exil par rapport à toi-même, tu t'es oublié, tu es dans la désorganisation. J'ai compris que, pour dire les choses beaucoup plus simplement, comme on m'a appris dans la Compagnie de Jésus, que l'animisme est une façon nouvelle d'habiter le monde et les êtres. C'est une cosmologie nouvelle, apprendre par exemple à respirer. Nous ne savons pas respirer. Verrez-vous que lorsque je suis devant mes étudiants, aussi bien à l'université qu'au lycée Mangin à Sarrebourg, la première chose que je leur demande de faire, c'est de me montrer comment ils respirent. Vous ne savez pas respirer. Alors on va faire l'expérience. Madame, vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît? Tournez-vous parce que je vois même derrière. Posez la main gauche sur votre sein gauche, la main droite sur votre main gauche. Alors, inspirez profondément, expirez, inspirez, expirez. Vous êtes exactement comme mes élèves qui ne savent pas respirer. Alors maintenant, vous allez poser, non, ne vous asseyez pas, votre main gauche sur l'abdomen, ici, la droite sur la gauche. Lorsque vous inspirez, vous allez gonfler votre ventre. Vous savez, nous passons notre vie à rentrer le ventre. Alors ici, vous allez prendre le risque de gonfler votre ventre quand vous inspirez. Allez-y. Gonflez. Gonflez. Expirez. Rentrez ce ventre. Ah, faites-le 3 fois, tiens. Inspirez. Vous faites très bien. Expirez. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Comment vous sentez, madame? Qu'est-ce que ça vous produit comme effet? Attendez le micro. En fait, c'est juste un instant, mais c'est le sentiment
vraiment se poser, d'être à sa place, de prendre l'espace, le temps. Le temps, c'est pas c'est trop coupé comme émotion, mais c'est une respiration. C'est la vie. Hein? C'est ça. Vous avez pris votre place. Merci de prendre votre place. Très bien. Alors maintenant, on va poursuivre. Je vais vous dévoiler, c'est écrit dans le roman, lorsqu'il est devenu un récit, la verticale du cri, mais c'est rapporté dans le Dieu perdu dans l'herbe. Et je vais vous dire aussi pourquoi on appelle le Dieu perdu dans l'herbe. Donc, je vais vous ouvrir un espace de mes échanges et de mes expériences avec Tala. Vous m'écoutez bien. Vous imaginez qu'on est très tôt le matin, 4 heures du matin, il fait froid. Il a plu, l'herbe est humide, on est vraiment transi de froid. Et on vous réveille à 4 heures du matin, je vous réveille et je vous dis de me suivre dans la forêt. Est-ce que vous voulez bien nous accompagner? Je vais vous mettre un bandeau sur les yeux. Parce que vous ne devez pas savoir où vous allez et combien de temps cela prendra. Ça dure un certain temps. Vous l'ignorez. Et puis maintenant, on va s'arrêter. Je vais vous demander, parce que la veille, ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a creusé un trou dans lequel on a jeté des excréments, des animaux morts, on a mis des orties et autres plantes qui vous mettent dans l'inconfort. Je vais donc vous demander de descendre dans cette tombe, puisqu'il faut l'appeler ainsi, et vous mettre face contre terre. Respirez. Ça sent mauvais, vous avez froid, et vous êtes tout nu maintenant. Respirez. Maintenant, relevez-vous. Donnez-moi la main. On va sortir de cette tombe. Alors, je vais vous poser 2 questions qui seront la condition pour poursuivre notre expérience. Faites très attention parce que si vous vous trompez de réponse, l'initiation peut être ajournée ou simplement annulée. Alors écoutez-moi bien. Deux mains qui frappent ensemble font un bruit. Quel est le bruit que fait une seule main? Réfléchissez bien. Celui qui veut prendre la parole, qui la demande et on la lui donnera. Oui. Prenez le micro. Le silence. Quelqu'un d'autre? Allez vers la dame, s'il vous plaît. Une main, ça. Quelqu'un d'autre? Celui du vent. Encore une dame. Rien, tout simplement. Je vais vous poser la seconde question.
quel était l'état de votre visage avant de rentrer dans la tombe? À quoi ressemblait votre visage avant de rentrer dans la tombe? Crispé. Quelqu'un d'autre? Oui, camarade. Ah, magnifique. Plein de terre. Plein de terre. Tout simplement tendu. Masse. La peur. Craintif. Craintif, dit-elle. Je suis heureux de ne pas être seul dans cette situation parce que ce que Tala attendait de moi, c'était le silence. Elle n'attendait aucun mot de moi. Elle voulait juste que je me taise. Parce que, comme elle m'avait prévenu, j'étais cet instrument désaccordé. Je vivais comme les gens de mon temps. Je pensais et je croyais que je devais donner une réponse à toutes choses. Ce qu'elle voulait à ce moment-là, c'était le silence. Et c'est peut-être par le silence qu'on retrouve la parole perdue dont nous parlait tout à l'heure le poète. Il n'y a que dans le silence qu'on retrouve la note juste. Et vous savez que c'était difficile pour moi, professeur de philosophie, qui croyait que j'avais la clé des choses. Et face à mes élèves, quelle que soit la question qu'on me posait, il fallait que je trouve une réponse. Ça avait été très très difficile. Mon initiation avait été ajournée. Et lorsque j'avais compris ce qu'on voulait de moi, j'ai appris aussi à me taire. Et vous remarquerez que dans toutes les sociétés secrètes, les premières étapes de la vie sont celles qui consistent à apprendre à se taire pour mieux écouter d'abord. Et c'est très difficile pour mes élèves, lorsqu'ils arrivent en classe de terminale, y compris à l'université, ils veulent tous prendre la parole. Le plus difficile, c'est de contenir ses émotions, c'est de soumettre ses émotions à sa volonté et de faire le silence en soi. Et j'ai entendu tout à l'heure un mot extrêmement joli, c'est le mot méditer. La méditation est le socle de l'animisme. Et méditer, c'est apprendre à nettoyer son être, se rendre léger pour faire ce que le plus ancien poète français, Baudelaire, dit dans un poème. Il dit « C'est planer sur le monde pour comprendre sans effort le langage des choses et des fleurs muettes. » L'animisme est donc la voie du retour. Le retour à l'être, le retour aux choses, le retour au monde, le retour à soi. C'est simplement réapprendre à se connecter, puisqu'on a des mots à la mode. Se connecter, la vraie connexion, c'est celle-là, et c'est la clé est dans l'animisme. Merci. J'ajouterais juste une chose, c'est que cet animisme est ce qu'il y a de plus universel. On le trouve au Japon sous le nom de Shinto. Et jamais personne n'a dit que le Shinto était une religion abâtardie. Parce que c'est le Shinto. Alors que l'animisme est considéré comme du folklore. Ça n'est pas du folklore. Les Africains nous montrent que l'aspect folklorique de l'animisme, et c'est une façon prude et prudente de cacher les secrets à ceux qui ne savent pas ce que c'est. On va montrer le folklore, mais ceux qui sont de l'intérieur, eux, ils savent ce que c'est. Parce qu'il y a un autre monde caché dans celui-ci. Pour parler comme le poète, on le devine à l'épaisseur de la pluie, encore chargé du chant des passeaux.
Est-ce que la cour dort? Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Alors, pour permettre à notre invité de souffler un peu avant l'échange avec vous, nous allons lui permettre, lui qui n'était pas avec nous hier, de vivre un moment de la magnifique épopée d'Angonmana que David Nunji et Ambara Martin nous ont servi hier à travers la chanson « À quoi te comparer, amour ?» C'était pas prévu, quoi. À quoi te comparer, amour? À quoi te comparer, amour? Le vertige de la joie d'une boisson qu'on a bu, exalte le cœur de l'être aimé. À quoi te comparer, amour? À quoi te comparer, amour? J'ai connu tes débuts, j'ai connu ton départ, j'ai connu un cœur que tu as touché. Oh, à quoi te comparer, amour? À quoi te comparer, amour? Le vertige de la joie d'une boisson qu'on a bu, exalte le cœur de l'être aimé. À quoi te comparer, amour? À quoi te comparer, amour? J'ai connu tes débuts, j'ai connu ton départ, j'ai connu un cœur que tu as touché. À quoi te comparer, amour? À quoi te comparer, amour? À quoi te comparer, amour? Merci David, merci Martin, merci mon grand. La parole est à qui veut la prendre pour une question à notre invité. D'abord, vous dire que vous êtes rare. Et je suis content de vous rencontrer ici. Donc, où est-ce qu'on peut vous suivre? Qu'est-ce que vous faites actuellement? Vous êtes toujours professeur? Voilà, autant de choses. Donnez-nous un peu l'idée de... Oui, je suis toujours professeur en lycée et en partie à l'université de Metz. Je suis professeur de philosophie et j'ai la chance d'avoir des élèves qui acceptent que je fasse cours à la porte ouverte. Malheureusement, la pandémie est arrivée, on n'accepte plus les parents d'élèves à nos cours parce que lorsque je fais cours, je leur dis je le fais à l'africaine, portes ouvertes dont les parents d'élèves avaient la possibilité de venir en cours. De même que les élèves qui étaient de 3e, seconde et même de première pouvaient venir en cours. Et un jour, mon proviseur me dit « Mais je ne comprends pas, monsieur Effa, ces élèves ils sont trop jeunes pour faire de la philosophie. Qu'est-ce qu'ils viennent faire devant votre porte ?» Je lui ai répondu « Monsieur le proviseur, s'ils sont là et qu'ils comprennent quelque chose, c'est qu'ils ont l'âge de comprendre. Parce que ce n'est pas une question d'âge, c'est juste une question de rythme. Chacun comprend à son rythme. Donc aujourd'hui, j'ai le malheur avec la pandémie de ne pas accueillir les parents d'élèves et d'autres élèves en grand nombre dans mes salles. J'espère simplement que cela passera et que nous retrouverons l'ordre des jours et des choses. Merci. Je préciserai, avant la prochaine question, qu'il y a quelques livres de Gaston Paul Effa à la librairie du théâtre. Bien, moi je suis un petit vieux, parce que j'ai un certain âge. Je suis parti comme vous un peu d'Afrique du Cameroun il y a une quarantaine d'années. Ce qui me fascine dans votre récit, c'est la manière dont vous avez aujourd'hui réussi à intégrer cette notion d'animisme. Vous venez de dire à l'instant que le côté folklorique de l'Africain cache le vrai côté, le côté rituel de l'animisme, le secret de l'animisme. Quand vous regardez vous-même
notre manière de faire les choses aujourd'hui. Vous lui racontez concernant l'anémisme. Merci. J'ai rencontré quelques Africains réceptifs. J'ai été au Sénégal il y a quelques mois et j'ai fait la connaissance de Hervé Yangen. Et j'ai trouvé quelqu'un avec qui je parlais la même langue. L'animisme, j'appelle ça une langue. Si la langue est l'instrument qui accorde l'être et quelque chose d'universel, j'ai retrouvé un être qui me ressemble. Et donc s'il y en a un dans le monde, c'est qu'il y en a plusieurs. Et j'ose espérer que si les Africains, pourquoi d'ailleurs les Africains? Puisque l'Afrique est le continent d'où nous venons tous, et que nous soyons européens, asiatiques, etc., nous venons de cette terre-là. Donc si l'humain a perdu la note juste, je pense simplement que ce sont des habitudes qui ont conduit à perdre cette note juste. Si le mot habitude, ce sont des habits, les coutumes, le costume que nous mettons, il suffira simplement de l'aider à se remettre à nu pour retrouver le lien avec l'essentiel. J'entends des écologistes en France nous donner des leçons. Et je me dis souvent, ces gens-là ne sont que dans du discours, ils ne savent même pas que si nous sommes humains aujourd'hui, les arbres dont ils parlent, et qu'ils veulent sauver les arbres, alors ce sont eux qui doivent nous sauver, mais si nous sommes humains, c'est parce que nous avons appris, par exemple, à embrasser les arbres, c'est pour ça que nous embrassons entre nous. Si nous nous nourrissons, c'est parce que nous avons appris à manger auprès des arbres. Si aujourd'hui nous tenons debout, ce sont les arbres qui nous ont appris à tenir debout. En fait, ce sont les arbres qui nous humanisent. Et lorsqu'on a appris cela, les choses deviennent beaucoup plus simples. Vous allez rentrer dans la simplicité. L'animisme est l'éloge de la simplicité. La simplicité signifie n'être plus qu'un pli. Vous imaginez combien de gens parmi nous sont simples? Très peu. Nous sommes faits de nœuds, des nœuds que nous forgeons nous-mêmes, les nœuds que l'éducation forge en nous et les nœuds que tous les autres, la culture elle-même, forge en nous. Donc il va falloir d'abord dénouer ces moments-là pour retrouver l'être qui est en nous, étouffe de lumière et qui n'attend que cela. N'oubliez pas une chose, c'est que, cher ami, même dans la plus grande nuit, il y a la lumière. Et on oublie souvent que la lumière contient de la nuit qu'il faut libérer parce que la nuit est dans la lumière et la lumière est dans la nuit. La lumière est prisonnière de la nuit, mais la nuit aussi est prisonnière de la lumière. Donc il faut la clarification. Et l'animisme est ce moyen de clarification, et cela se fait dans le secret de l'initiation. L'initiation, c'est la mise sur la voie IE et voie X. Nous avons perdu le chemin, il faut retrouver le chemin. Nous avons perdu la parole, celle qui crée l'être, puisque nous sommes nés des mots, nous sommes nés de la langue, et lorsqu'on renoue avec tout cela, vous allez voir que les choses deviennent infiniment plus simples. Et l'enseignement de la philosophie lui-même a changé, parce que j'ai compris que longtemps, j'étais enfermé dans les livres lorsque je parle à mes étudiants. J'étais dans ce que les philosophes appellent des concepts. Et quand je brillais dans les concepts, et j'étais heureux en sortant d'une classe, lorsque les élèves me disaient « Ah, monsieur, c'était brillant, j'ai quasiment rien compris ». J'étais l'homme le plus heureux. Aujourd'hui, je pense que grâce à cette vieille dame qui, lorsqu'elle me parlait, je lui disais « Tala, mais ce que tu me dis, mais c'est Aristote disait déjà ça ». Elle me dit « Mais tu me parles d'Aristote, mais je ne sais même pas qui c'est ». Je te dis simplement de trouver en toi la voie. Et donc, si on peut le faire aujourd'hui, si j'ai pu le faire, c'est que c'est à la portée de tous. Et comme je le redis, c'est une question d'initiation. Et dans l'initiation, il faut beaucoup de volonté et d'humilité. Et du coup, alors, est-ce qu'on peut s'initier sans faire Paris-Yaoundé tous les ans, tous les étés? Alors vous avez tout compris, l'initiation est une question de rencontre. La mienne s'est faite entre les océans, mais vous pourriez, si ça se présentait à vous, saisir cette chance qu'on n'avait pas lorsque la personne, la main invisible sera devant vous. Ça peut se passer n'importe où.
Le poète Hervé Yamden, dont Gaston Paul Effa nous a parlé tout à l'heure, le poète qu'il a rencontré à Dakar, c'est l'artiste plasticien qui a fait les 6 crânes que nous avons dans l'exposition La Route des Chefferies. Ok. Bon poète, excellent poète, tout à fait, et il a publié un dernier recueil, Habille-toi de sel et de terre. Et il est initié dans l'une des sociétés secrètes présentes à cette exposition, le Congan. Merci beaucoup. J'ai un problème avec vous, c'est que vous êtes un écrivain et avec le problème, la question de l'initiation, vous nous donnez à croire que la parole est à privilégier. Moi, je pense que nous avons un grand travail de vulgarisation à faire et de transmission et qui passe par l'écrit. Je crois que vous avez dû réfléchir à cette problématique et j'aimerais entendre ce que vous avez à dire là-dessus. Merci. Au passage, je m'appelle Serge-Antoine Dongo-Mesatio. J'ai une chaîne YouTube qui est naissante, qui s'appelle Mesartio, M-E-Z-A-R-T-I-O. Donc, si jamais vous pouvez me suivre là-dessus, ce serait gentil. Merci bien. Merci. Je le ferai. Alors, pour répondre brièvement à votre question, je dirais que ce que j'écris, ce n'est pas de la vulgarisation. Je crains ce mot vulgarisation. La vulgarisation est commerciale et elle sonne la traîtrise. Quand on vulgarise, c'est qu'on est en train de trahir quelque chose. En revanche, l'écrit rejoint la parole dans ce que j'essaie de faire. C'est pour cela que lorsque vous lirez, par exemple, Le Dieu perdu dans l'herbe, il faudra les lire à haute voix. Un peu ce que faisait Flaubert dans son boudoir, où il hurlait le texte. C'est parce que j'étais peut-être cet enfant dyslexique qui avait besoin de faire passer par l'oreille ce qu'il lisait, que j'écris comme j'écris. Donc quand vous me lisez, faites-le à haute voix et vous allez retrouver l'oralité. J'oralise le texte et le texte est en quelque sorte la langue que j'ai perdue et qui est enfouie en moi. C'est la parole perdue qu'on retrouve dans la lecture. Tout à l'heure, quand vous parliez d'initiation et tout, vous avez dit qu'il fallait reconnaître la main. Et du coup, ma question était comment est-ce qu'on reconnaît la main? La main est visible parce qu'elle est visible, c'est pas. C'est un cheminement. Alors, tournez-vous, est-ce que vous voyez, c'est un magnifique étang, vous voyez bouger les feuilles. Est-ce que vous voyez le vent qui fait bouger ces feuilles? Vous ne le voyez pas. Alors, il faudra un certain temps pour que vous commenciez peut-être à percevoir ce vent. Là, ce que vous venez de me dire ressemble à la précipitation dont je parle souvent à mes élèves. Ils sont pressés. Ils sont très pressés, ils sont pris par le temps, on veut vite arriver. Ce n'est pas de votre faute, nous vivons dans un monde qui nous demande le résultat. Il faut arriver avant de partir. Donc ne vous demandez pas quelle sera cette main. Si un jour elle se tendait devant vous, vous la prendriez. Mais prenez le temps. Tout se passe, il ne faut pas brûler les étapes. Vous savez que si vous donnez du maïs à un nouveau-né, vous l'étouffez. Donc il faut aller progressivement. Et dans l'initiation, il faut respecter toutes les étapes. Ne brûlez pas les étapes et surtout, ne demandez pas trop. Les choses arrivent quand elles doivent arriver. Et si ça n'arrive pas, c'est aussi une leçon, une forme d'initiation qui vous est faite. C'est que l'heure n'était pas arrivée. Bonjour. Bonjour. Je voudrais revenir sur cette phase d'initiation et sur le concept de société secrète. Parce que je remarque que cette initiation et initiation société secrète sont liées. Je me demande si je vais revenir sur ce concept. Est-ce que cette initiation est accessible à tout le monde? C'est une question perfide. Aïe aïe aïe. Bien, l'initiation est une élection. On ne peut pas élire tout le monde. On choisit qui on initie. Il y en a qui peuvent voir et d'autres qui ne peuvent pas voir.
Vous savez, si vous avez un musicien qui veut vous apprendre à jouer, qu'est-ce qui fait que certains ont cette faculté extraordinaire d'apprendre à jouer d'un instrument et d'autres, jamais ils ne joueront d'un instrument? Et dans l'initiation, c'est encore beaucoup plus complexe parce que c'est l'initiateur qui a appris à écouter, à voir, qui détermine en vous quelqu'un qui a une lumière qui fait la demande d'être éveillé. L'initiation est ce moment d'éveil. On ne peut pas éveiller tout le monde parce que certaines lumières sont impossibles à voir à certains, au contraire, peuvent être nocives. Si on vous montre certaines lumières, elles vont vous crever les yeux. Donc il faut qu'on choisisse à qui on va donner cette lumière. On ne peut pas la mettre entre toutes les mains. Je suis un peu perplexe. J'adhère et je adhère à vos propos. Quand vous parlez d'animisme, n'est-ce donc pas un avis de plus dans vos mots, un avis avec le rite d'initiation? N'est-il pas un avis de plus qu'on se met par rapport à notre avis initial à la naissance, où on est comme un arbre, vous venez nu dans la tombe? Donc quand vous vous habillez par rapport à, on va dire, qu'on est en Inde, au Cameroun, en Amérique, chacun a une approche différente de la nature. Donc est-ce que ne pas s'initier avec un format précis ne fait donc pas de voir un nouveau habit, comme vous avez dit? D'accord. Bien, c'est une question pertinente. Alors, elle signifie que je n'ai pas été clair. Si vous n'avez pas compris, c'est que je n'ai pas été clair. L'animisme est une façon nouvelle d'habiter le monde. C'est-à-dire de retrouver, comme j'ai dit, les choses les plus simples, les gestes les plus simples. On ne sait plus regarder, on ne sait plus toucher, on ne sait plus écouter, on ne sait même plus respirer. Commencez par ces choses simples. Vous savez que notre santé en dépend. Si vous respirez mal, vous pouvez être malade. Si vous ne pouvez pas respirer, vous êtes aussi malade. Le premier symptôme qu'on reconnaît de quelqu'un qui n'est pas bien, c'est la respiration. Nous parlons à tort et à travers, pardonnez-moi. Nous disons n'importe quoi. L'animiste a appris d'abord à se taire avant de dire le premier mot, parce qu'il prend des mots au sérieux. Un mot peut détruire le monde. Un mot peut être à l'origine de toutes les guerres du monde. Vous pouvez rendre malade votre voisin par un mot, donc faites-en l'économie. Au contraire des habits, l'animisme est une façon de se mettre à nu. Pour retrouver cette humilité, si le mot humilité a encore un sens, l'humilité c'est l'humus, c'est la terre, c'est le lieu d'où nous venons, c'est les choses auxquelles nous sommes nés qu'on appelle l'animisme. Retrouvez les choses les plus simples, alors vous allez voir que vous serez en résonance avec le reste du monde. Vous pouvez entendre le chant du passereau, comme je le disais tout à l'heure. Vous pouvez, lorsque vous croisez quelqu'un, vous dire « celui-ci est malade », comme l'a fait Tala, celui-ci est dans la lumière, comme le fera quelqu'un d'autre, etc. C'est tout le contraire, c'est désapprendre. Si vous voulez rentrer dans l'animisme, il faut quitter les habitudes, désapprendre. Et ça prend un certain temps. Ça m'a mis 10 ans. Et il se trouve que 10 est un nombre absolument symbolique, je ne l'ai pas inventé. C'est après qu'on se dit, tiens, ça a pris 10 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le retour à l'unité. 1 plus 0, c'est 1, donc c'est le retour à l'unité. C'est-à-dire, j'ai essayé de me rapprocher du centre de moi-même, de quelque chose d'essentiel, qu'on appelle la lumière de soi. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Oui, s'il vous plaît, je voulais savoir si c'est possible de concilier l'animisme et la religion, parce que généralement dans nos traditions, on dit que ce n'est pas possible de suivre la voie de l'animisme et en même temps la religion. Comment est-ce que nous pouvons le faire, être en même temps suivre l'animisme et suivre les religions, nos religions? Et d'autre part, je voulais savoir si on a appelé, comment on peut le reconnaître? Est-ce qu'on le ressent? Est-ce qu'il y a des signes qui nous montrent qu'on est appelé? En même temps, je me méfie en France, lorsqu'on dit en même temps, ça ressemble à Macron.
C'était pour rire, hein. C'est une galéjade. Effectivement, est-ce que vous savez que le christianisme est né de l'animisme? Tous les rituels du christianisme sont animistes. Je dis bien, tous les rituels du christianisme sont animistes. Ils sont récupérés de l'animisme. Je vous parlais tout à l'heure de la transsubstantiation, c'est-à-dire le moment où le célébrant transforme le pain en corps et le vin en sang. Vous ne faites pas autre chose en animisme. C'est un rituel qui fait que vous avez obtenu des forces qui font de vous quelqu'un capable de transformer la nature pour devenir cette nature. Le prêtre ne fait pas autre chose. Donc j'allais dire qu'il ne s'agit pas de faire en sorte que la religion et l'animisme coïncident en même temps. J'allais dire, apprenez simplement à être vous. Vivez ce que vous avez à vivre. Ne vous posez pas cette question. Les seuls qui posent cette question, c'est les jésuites. Et je sais quelque chose de cela. Si vous écoutez le pape François aujourd'hui, qui est un jésuite, quand vous écoutez son discours, c'est du en même temps. Un peu du Macron. On peut faire en même temps. Parce qu'il a compris, avant tout le monde, qu'on n'a rien inventé dans le christianisme. Il a tout compris. Il faut revenir aux choses. L'animisme, c'est le retour aux choses, et le pape François a compris ce retour. C'est pour cela que je pense qu'il marquera l'histoire, parce que c'est le pape du retour. Et comment vous saurez que vous êtes appelé? Laissez faire. Le jour où vous serez appelé, vous le saurez. Bonjour pour ça. Je voudrais savoir quel est le rapport entre l'animisme, la religion et la science. Parce que aujourd'hui, avec la science, on sait que 1 plus 1 égale 2. On sait que tel phénomène fait que le vent souffle dans un sens plutôt que dans l'autre. Tel phénomène produit des catastrophes, le soleil, la pluie. C'est scientifique. Par rapport à l'animisme, la religion, comment positionnez-vous la science à cet égard? Parce qu'aujourd'hui, on connaît un certain nombre de choses grâce à la science, comme on ne connaissait pas il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 2000 ans, et elle va croissant. On n'a même pas encore fini de connaître. Et j'ai l'impression qu'au fil du temps, la science est en train de répondre aux questions que l'animisme ou la religion trouvait comme réponse avant qui ressortait du dogme. L'exemple que vous me donnez est véritablement celui qu'il fallait me donner pour dire le contraire. Quand vous dites 1 et 1 font 2, vous savez que 1 n'existe pas. Ça n'existe pas 1. Vous pouvez me le montrer 1? Quand je dis 1 et 1 font 2, je suis un être humain, voici un être humain, nous sommes 2. Vous êtes des êtres humains, vous n'êtes pas 1. Donc 1, ça n'existe pas, c'est ce que les penseurs, les gens trop intelligents, plus intelligents que nous, appellent des conventions. C'est des choses que nous avons décidé de mettre en commun pour faciliter nos opérations et nos échanges. Donc 1, véritablement, n'existe pas. Et Montaigne disait 1 plus 1 plus 1 égale 3, je n'y crois pas. Vous voyez, on est là dans ce que j'appelle des conventions. Et l'animisme nous détourne des conventions. Les conventions sont ce que monsieur a relevé tout à l'heure, les habits qu'on n'arrête pas de nous mettre. C'est des couches. Vous voyez, vous êtes dans la certitude de me dire 1 et 1 font 2. 1 n'existe pas. Et pourquoi dans le christianisme on nous dit 1 plus 1 plus 1 égale 1? C'est la Trinité. Donc l'animisme est justement ce moment où vous allez vous dessaisir du sens. Essayez de suspendre le bruit de votre raison. C'est très important ce que je vais vous dire là. La raison est ce dictateur de l'être qui veut absolument qu'on se conforme au sens. Il faut se dessaisir du sens et accepter parfois de rentrer dans ce qu'on appelle en philosophie du non-sens, qui n'est de non-sens qu'apparent. Le non-sens est peut-être ce qui vous donne le plus de sens encore. Donc quittez un peu cet univers de la raison pour retrouver un autre langage, celui du corps,
Et c'est ce langage-là qui va vous permettre un jour de retrouver cette raison et de composer un instrument juste. Ce qu'on attend de vous, c'est de sonner juste. Mais ne sonnez pas comme. Tant que vous me dites 1 et 1 font 2, vous sonnez comme. Vous répétez ce qu'on vous a appris. Merci beaucoup. Merci. J'ai été très fasciné par l'explication que vous apportez à l'animisme. Et je vais me permettre de poser une question qui veut. Je ne dirais pas que ça me trompe, non, c'est plutôt un questionnement dans l'ensemble de ce que vous avez donné comme définition de l'animisme. Et au travers duquel vous avez dit que tout le monde ne peut pas être initié. Et moi, ma question, c'est que je vais dire la chose à dessein en disant les êtres vivants, pas seulement les êtres humains, je vais dire les êtres vivants à dessein. En disant que, en posant la question de savoir, est-ce que l'animisme serait une chose sélective? Auquel cas, oui, pauvres gens, il y en a ici qui ne seront jamais initiés, et c'est dommage. Je croyais que tous les êtres vivants étaient liés à une forme d'initiation, puisqu'on vient de, je dirais, tous ces êtres vivants viennent de là. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si ma question était claire. Très très juste. Voilà. Alors j'allais dire que souvent, nous nous excluons nous-mêmes de la possibilité de l'initiation. Nous nous excluons nous-mêmes par notre façon de faire, d'être, de dire, de parler, etc. Par nos actions, nous nous excluons souvent. Il arrive un moment où on ne peut pas. On vous regarde, on vous dit vous êtes trop de nuit, et ça va être difficile de vous récupérer. Parce aussi vous êtes dans le concept, trop dans le concept. Vous m'avez parlé tout à l'heure de la vie, ça c'est un concept. Si on pouvait trouver quelque chose de plus proche, ce serait peut-être le vivre. C'est la seule chose que nous partageons avec les autres êtres. Pas la vie, mais le vivre. C'est-à-dire que il nous a toujours été donné, même avant de savoir ce que c'est. Lorsqu'on sait ce que c'est, on l'appelle la vie, on forge un concept. Et oui, et la vie va faire entrer la science. Comment maintenir en vie? Le vivre, personne ne sait ce que c'est le vivre. Et le vivre ne fait pas d'un être différent du ver de terre. Nous partageons le même vivre. Sauf que l'humain a toujours voulu se mettre au-dessus du vivre et là, construit la vie. Et dont je suis le maître de la vie, j'ai la clé de la vie. Il va falloir se défaire de cette clé, peut-être l'égarer, pour revenir simplement au vivre. C'est la chose la plus simple. Et nous ne savons même pas y accéder parce que nous sommes trop ceux qui se mettent au-delà des concepts et qui doivent réellement revenir aux choses les plus simples. Merci. Dernière question, toute dernière question. Bonjour professeur. Bonjour. Vous avez dit tantôt que c'est pas tout le monde qui a appelé à être initié et que c'est l'initiateur qui détecte celui qui doit appeler. Est-ce qu'on a le droit de refuser lorsqu'on a appelé pour être initié? Et si oui, quelles sont les conséquences de faire l'excuser s'il en existe? On va rentrer dans trop de détails. On va rentrer dans les détails, je pense que nous n'avons pas le temps, mais vous avez tout à fait le droit de refuser une initiation. Si vous avez vos raisons, vous avez peut-être des choses que vous cachez et que j'ignore, qui font que vous ne pouvez pas accepter d'être dans l'initiation. Et ça n'engage que vous. Mais je me reprocherai de ne vous avoir pas proposé cette initiation. Après, c'est à vous de faire et de voir. J'ai dit la dernière, en fait c'était l'avant-dernière. Voici la dernière question. Merci beaucoup. Bonsoir. J'avais juste une question sur le concept d'exploitation culturelle. En fait, tout à l'heure, vous avez fait un petit parallèle entre le côté folklorique de nos rites qu'on montre souvent et le côté secret qu'on cache. Et je vais vous demander de ce que vous pensez moi, de ce que j'observe beaucoup une exploitation culturelle de nos rites, surtout animistes entre guillemets, dans le sens où un touriste européen peut arriver, donc ça se voit beaucoup en ce moment, par exemple au Bénin, dans les rites vaudous. Par exemple, les sociétés secrètes comme les Ngungun, on voit que
les Européens peuvent arriver et juste donner 20 000 francs à quelqu'un et il va commencer à exécuter des rites qui sont censés être cachés. Alors que, normalement, je pense que si un touriste européen fait pareil, va au Japon par exemple et demande à un japonais lambda d'exécuter quelque chose lié au Shinto, il va dire non, même quelle que soit la somme d'argent qu'il est proposé, il va dire que non, que ces rites-là, ils se font dans un certain cadre, un peu comme vous, c'est-à-dire votre expérience a été clairement maîtrisée, ça a été dans un certain cadre avec certaines personnes, et d'ailleurs la personne m'a refusé les biens matériels que vous lui avez amenés. Donc je voulais savoir quel est un peu votre regard sur ce côté exploitation culturelle où les réalités économiques de nos pays font que finalement on corrompt nos cultures et on montre des aspects normalement qu'on devrait cacher. Là j'ai pris l'exemple des vaudous, mais on peut aller chez les Maasai, tout ça c'est pareil, il suffit qu'un touriste européen vienne comme ça, leur donne 20 000 francs, il commence à faire, à danser et faire tout ce que le touriste veut, quoi. Merci. Alors je vais vous dire quelque chose de grave. C'est que la vraie initiation se termine par la mort de l'initiateur. La vraie initiation se termine par la mort de l'initiateur. Comme Tala est morte lorsque j'ai commencé à écrire Le Dieu perdu dans l'herbe. Elle se retire. Et vous avez beaucoup d'exemples, y compris au Cameroun. Les dieux de ma chèvre, Éric de Rony, qui était de ma compagnie de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé de son initiateur? Il faut décéder. Ouais. J'ai dit, il faut mourir pour donner la vie à l'autre. Donc, ce que vous avez là, c'est tout à fait le critère de cette commercialisation du monde qui devient même quelque chose de grave. Parce que si on joue avec l'animisme, avec les initiations, c'est un enjeu humain. On met en danger l'humain lui-même. Donc je prends ça très au sérieux lorsque je l'entends. J'ai du mal à respirer lorsque vous le racontez tel que vous l'avez dit. Je me dis, qu'est-ce que les Africains sont en train de faire? Et l'exemple, moi je vais souvent au Japon, le Shinto, on ne joue pas avec le Shinto. Oui, alors que c'est exactement la même chose. Vous n'arrivez pas au Japon en disant à un Shinto, à maître Shinto, je vais être initié. C'est la meilleure chose pour qu'on vous expulse du Japon. On dit, qu'est-ce que vous êtes venu faire là? Vous n'avez rien à y faire. Mais la misère spirituelle est telle qu'on est prêt à vendre son âme au diable. C'est exactement ce que nous vivons parmi ces commerçants de l'esprit. C'est triste. Merci Gaston Paul, merci à vous. On arrive à la dernière articulation de notre soirée partage qui va nous permettre de faire davantage connaissance avec nos invités. Ça s'appelle du tac au tac. Je pose la question, une réponse en une phrase et on y va. Alors, cher Gaston Paul, si tu étais un moment de la journée, l'aurore, un lieu où il fait bon vivre, ici et maintenant, un repas de jour de fête. Ah, celui que j'ai partagé avec toi à Bafoussam. Une boisson à servir à un invité de marque. Un bon vin de palme. Une richesse à partager. La noix de cola. Un exemple à suivre. Je me tais. Un livre à lire et à relire. Oh là là, tous les livres. Une compétition sportive. Le jeu de Songo. Un film à voir et à revoir. La règle du jeu. Un instrument de musique. C'est comme le plus beau le maître, non? Un compliment à faire à quelqu'un qui se bat. Ne pas dire merci. Une chanson à siffler sous la douche. Oh, clair de la lune. Un signe de ponctuation. La virgule. Un acte... Vous savez ce que c'est que la virgule? C'est aussi un fouet. Tout à fait. Un acte de bravoure. Oh. Respirer. Une qualité. La générosité. Un événement dont il faut se souvenir. La naissance. Une légende sportive. Je n'en connais pas. Une Parce que personne... la légende, c'est ce qui est à lire. J'allais dire, tous les sportifs sont à lire. Donc on ne peut pas mettre un sportif au-dessus d'un autre. Chacun son rythme. Une personnalité politique.
figure historique. Kwantawa. Ça, un message à transmettre à quelqu'un qui vous aime. Aime-toi. Un jour inoubliable. Le premier jour où je suis rentré dans la forêt. Un mot à murmurer au creux d'une oreille. J'aime-toi. Une chose qui fait battre le cœur. Enserrer un arbre dans ses bras. Un artiste de grand talent. Ce serait plutôt un artiste camerounais que j'aime beaucoup et qui s'appelle Ebo Alotin. Le maître. Et pour finir, un conseil à donner à un jeune d'Afrique qui rêve de partir. Lis les livres. Tu apprendras à te lire et tu ne partiras jamais. Merci Gaston pour le pas. Merci à vous, cher public. Merci à l'Institut français d'avoir rendu possible. Et merci au poète pour cet accueil et merci à vous pour la qualité de votre écoute. C'était véritablement impressionnant. Merci. Merci Martin. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Bravo vraiment à vous. Je pense que tout le monde a vécu un moment de magie. Merci encore d'être venu. Merci à Kwame d'avoir accepté finalement de faire une traverse de ces soirées partage de Ouagadougou à Avignon jusqu'à Paris dans ce cadre du Focus Cameroun. Donc vraiment merci. Et juste pour vous inviter à poursuivre, pour ceux qui le souhaitent, on a un défilé de mode qui démarre sur la scène des ambassadeurs dans 1 minute. Très bonne soirée à tous et on aura du slam à 20h30 sur cette scène. Merci.